Jean-François Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La rencontre. Lisée. Mulcair. Jean-François, je te lis aujourd'hui dans Le Devoir concernant cette mesure de la ministre Pascale Derry d'augmenter les frais de scolarité pour les étudiants canadiens anglais qui viennent étudier ici au Québec. Tu dis que ça corrige une injustice. Je lis Emmanuel Latraverse, totalement à l'opposé de toi dans mon journal, qui dit, elle, c'est un petit nationalisme de repli du gouvernement Legault. Vous vous entendez pas du tout, là. Ben, c'est correct. Moi, j'adore Emmanuel, mais là-dessus, qu'est-ce que tu veux? Elle a tort. C'est son droit. C'est son droit. Puis elle est payée quand même pour sa chronique. Écoute, c'est sûr que c'est un dossier sur lequel on peut avoir plusieurs points de vue, ce qu'on verra dans une minute. Mais ce que j'ai fait, moi, ce matin, dans l'article, c'est de dire, est-ce que, compte tenu de ce qu'on entend du Canada anglais et de la Gazette, ils veulent détruire McGill. They want to kill McGill. Alors, c'est le titre de ma chronique. On dit, ben là, dans ce cas-là, est-ce que ça veut dire que le gouvernement a retiré son don du Royal Vic, qui vaut $1,5 milliard qui a été donné à McGill? Est-ce qu'il a décidé de faire des logements sociaux là-dedans, comme ça avait été proposé par d'autres? Non. Est-ce qu'il a décidé de ne pas lui donner le 475 millions de dollars qui va avec ce don? Non. Est-ce qu'il a décidé de faire en sorte que les étudiants de médecine, le quart des étudiants de médecine en ce moment à McGill sont des Canadiens anglais qui payent juste 2 800 $ par année? Est-ce qu'il va arrêter ça pour qu'on ait des gens qui vont venir être médecins au Québec? Non. Est-ce qu'ils vont arrêter de payer pour les enfants de la bourgeoisie française qui viennent à McGill? Non. Alors, OK, donc tout ça, puis même, je dis même, est-ce qu'ils vont décoloniser McGill? C'est-à-dire que McGill, c'est sûr, est riche du fait que c'est l'élite anglo-montréalaise qui, pendant des générations, a exploité le territoire, les Autochtones, les Canadiens français. C'est pour ça qu'ils sont si riches. Est-ce qu'ils vont demander réparation? Non. Bon. Alors, qu'est-ce qui reste? Ben, c'est vrai qu'ils vont demander aux étudiants internationaux de payer 20 000 $ ou plus, ce qu'ils font déjà à McGill. Il y a aucun, ils payent tous plus que 20 000 par année, les étudiants internationaux. Maintenant, pour les étudiants canadiens-anglais, ils vont dire, ben là, c'est 17 000 pour venir. Pour certains programmes, pour littérature ou droit ou des trucs comme ça, c'est une grosse hausse. Puis même, ça va être plus cher qu'à l'Université de Toronto. Pour d'autres programmes, comme ingénierie, business, etc., c'est pas une hausse parce que McGill charge déjà plus cher. Alors, je me dis, écoute, on peut débattre de la qualité de la mesure, mais on peut pas dire que ça va détruire McGill. McGill va très bien s'en tirer. Tom, il y a vraiment un backlash, là. C'est très mal perçu dans le Canada anglais, là, et même chez les anglophones au Québec, là, cette mesure-là. Ben, Michel C.O.G. puis Emmanuel Latraverse, la dernière fois que j'ai vérifié que c'était pas des Canadiens anglais, et pourtant ils disent la même chose que moi j'écris dans The Gazette aujourd'hui. Et j'oserais jamais dire à Jean-François qui exprime une opinion qu'il a tort. C'est ce qu'il vient de faire avec Emmanuel. Elle a une opinion. C'est des opinions. On peut avoir tort des opinions. Excuse-moi. Jean-François, tu confonds toujours ton opinion avec des faits. Et c'est mon opinion. Je peux avoir tort. Dans les opinions, je peux avoir tort. Les faits, non. OK, Tom. Ben, merci, Richard. Donc, revenons au dossier qui est devant nous. Théoriquement, c'est pour soustraire de l'argent de ce qui est donné à McGill pour le distribuer aux universités francophones. La réalité, c'est qu'avec les coupures dans les inscriptions, il y aura beaucoup moins d'argent qui va y aller. Si tel était le but, ils auraient pu aisément donner une somme additionnelle aux universités francophones et tous l'auraient applaudi. À la place, dès que ça a été su, puis j'ai parlé avec Pascale Derry hier là-dessus. Elle m'a dit qu'il y avait eu des échanges avec les universités au printemps, mais que c'est juste dans les environ 2 jours avant qu'ils ont su le détail. La première chose de McGill, c'est de dire, ben, on va mettre sur la glace un programme. Ils avaient un programme, ils avaient voté, c'était dans leur budget, 50 millions de dollars pour la francisation. Parce qu'il y a 2 choses complètement distinctes ici. D'un côté, on s'attaque aux universités anglophones exclusivement. D'un autre côté,
on est en train de dire que le problème, c'est qu'il y a trop de gens qui parlent anglais dans le centre-ville de Montréal. Deux questions complètement distinctes. Donc, McGill, sur la deuxième partie, disait, mais si c'est une réelle préoccupation, on va participer à la solution, puis voici 50 millions qu'on met de leur avoir sur la table. Ça a été mis sur la glace parce qu'avec tout ça, ils vont être obligés de pallier aux différences. Dans la Gazette aujourd'hui, je sais que c'est pas la lecture préférée de tout le monde, mais à la une, Andy Rigg a une pièce très importante. C'est un cas parmi des milliers. Une famille de Colombie-Britannique qui adore le Québec, qui est francophile, ont acheté une fermette ici. Leur fille du nord de Colombie-Britannique s'était inscrite pour son programme de 5 ans à l'Université Bishops en éducation, voulait rester ici. Elle parle français, même si c'est quelqu'un de Colombie-Britannique. Avec l'annonce que ça va coûter 40 000 $ de plus pour l'inscription de leur fille à l'école ici, ils disent, ben, on doit y renoncer. Par ailleurs, on va vendre notre maison dans les cantons de l'Est. C'est un exemple. Il y en a qui diraient, ah, c'est une anecdote, c'est vrai. Mais avec 1000 anecdotes, on commence à avoir un portrait. Quand j'ai parlé avec Madame la ministre Derry hier, c'était très difficile de suivre. Et c'est la même manière que sa première conférence de presse. Elle est partout dans ce dossier-là. Les chiffres et les statistiques qu'elle donnait étaient erronés. Ses fondements même étaient erronés. Puis il y a un mélange joyeux entre l'affirmation du ministre responsable de l'application de la Charte de la langue française, M. Roberge, et la ministre responsable de l'Éducation supérieure. Les 3 personnes que j'ai nommées, alors moi je suis là-dedans, Michel Auger et Emmanuel Latraverse ont fait exactement la même analyse. Il s'agit d'une petite tentative de récupération de l'aile nationaliste qui est en train de s'évacuer vers la porte de côté pour retourner au Parti québécois. Ça, c'est François Legault à son état pur. Il panique depuis qu'il a perdu dans Jean Talon et il fait n'importe quoi, y compris faire très mal au Québec. Je vais juste ajouter un dernier mot qui vaut la peine de mentionner. Montréal est, avec Boston, la plus importante ville universitaire de l'Amérique du Nord. Et c'est une carte de visite que tous les politiciens, peu importe de quelle formation ou niveau, que ce soit la mairesse de Montréal ou autre, utilisent quand ils voyagent. Regarde ce qu'on vient de s'inventer comme carte de visite. C'est une honte. Jean-François, on parle de fuite de cerveau possible. Ça me fait penser à la fuite des capitaux, le coup de la Brinks. Là, on disait c'est l'argent qui va partir du Québec. Là, maintenant, ce sont les cerveaux qui vont quitter le Québec parce qu'on leur demande de payer plus cher. Oui, il y a beaucoup de gens qui sont très, très fâchés de ça. Tom aurait pu aussi mentionner l'éditorialiste de la presse et aussi notre ami John Evison dans le National Post qui cite Monty Python. Lui, ça vaut la peine de le dire juste parce qu'il cite cette grande source Monty Python. C'est très, très drôle, son parti. C'est ça. Alors, il dit, Monty Python avait un sketch où il y avait un Français qui disait dans le sketch « Je pète dans votre direction générale ». Alors, il dit, ce que Legault vient de faire, c'est de péter dans la direction générale du Canada. Bon, encore une fois, si Legault est anti-McGill, pourquoi vient-il de donner $1 milliard à McGill? Je reviens là-dessus. C'est drôle, c'est un pet dans la direction générale des universités francophones. Je veux dire ça, ce qu'il a fait Legault depuis quelques années. Maintenant, sur la question de savoir quel est l'impact, alors c'est clair que je vais répondre sur les cerveaux. Alors, les cerveaux qui intéressent la recherche, c'est les gens qui sont en doctorat. C'est là que ça se passe. On a des gens en doctorat, on veut qu'ils restent ici. En ce moment, la mesure de Mme Derry ne s'applique pas au doctorat, ne s'applique même pas à la maîtrise. OK? Donc, c'est là les cerveaux. Ils sont pas ailleurs. Les autres, c'est des étudiants de premier cycle. Ça, c'est juste un genre d'usine à diplôme des étudiants de premier cycle. Pour toutes les sciences dures, c'est-à-dire ingénierie, etc., il n'y aura pas de baisse de nombre de gens qui vont venir ici parce que c'est moins cher qu'à l'Université de Toronto. Puis on n'a même pas calculé le loyer encore. Le loyer entre Toronto et Montréal. Si c'était le même prix qu'à l'Université de Toronto, ce serait moins cher de venir vivre à Montréal de toute façon. Alors, ce qui est vrai, c'est que, comme je l'ai dit, en littérature ou ces trucs-là, il va y avoir une baisse parce que c'est moins cher de le faire à Toronto, ça va être du simple au double. Bon, et là, on vient à l'autre argument que M. Roberge a dit, il y a trop d'étudiants anglophones dans le centre-ville de Montréal. Alors ça, c'est tout à fait vrai. Il y en a beaucoup plus qu'il y en avait avant, et puis on peut pas
franchement, logiquement, dire que si tu ajoutes 25 000 unilingues anglophones au centre-ville, que ça n'a pas d'impact sur l'utilisation du français puis de l'anglais au centre-ville. C'est une façon assez raide de le faire. Bon, c'est vrai que ça va avoir un impact parmi la totalité des mesures. Moi, j'aurais préféré, et je continue à dire, que si on disait, écoutez, McGill, là, on a créé ça pour les Anglo-Montréalais, pour les Anglo-Québécois, pour que, et puis depuis la loi 101, on dit, ben, une fois que vous allez avoir votre diplôme, vous allez travailler en français. Et donc, on va vous obliger que 10% de vos cours soient en français parce que c'est une compétence indispensable ensuite pour travailler avec 85% de la population. Si on disait ça, si c'était la seule mesure, ben là, il y aurait un tri à l'entrée. Tous les Canadiens anglais puis les étudiants étrangers ont dit, ah bon, il faut savoir parler français pour aller à McGill. Ben là, le nombre se réduirait de lui-même pour une condition tout à fait raisonnable. Et on n'aurait pas besoin de faire toutes ces tractations-là. Tom, je sais que tu veux répondre, mais je veux t'entendre absolument sur ce qui s'est passé dans l'hôpital de Gaza. Hein, tu connais l'adage, la première victime de toute guerre est la vérité. On ne sait pas encore exactement ce qui s'est passé. Le Hamas et Israël s'accusent l'un l'autre. Est-ce que Justin Trudeau, qui a accusé tout de suite Israël, est-ce qu'il était trop vite sur la gâchette? Et oui. Et je vais commencer avec une opinion très favorable sur le politicien qui est Justin Trudeau. C'est un politicien aguerri, expérimenté. Commence sa 9e année comme premier ministre. Là. Il a du métier, le gars. Et il était né dans ce giron. Il connaît la chanson. Il était talonné toute la fin de semaine par Jagmeet Singh et le NPD. Et Singh était particulièrement sur une question, le droit international. Ça n'a pas pris plus que dès qu'on apprend qu'il y a eu explosion d'un hôpital dans Gaza, c'est ça qu'on sait. On sait qu'il y a eu explosion d'un hôpital à Gaza. C'est à peu près tout ce qu'on sait parce que, comme tu dis si bien, Richard, ils s'accusent mutuellement. Puis on essaie de glaner l'information. Le président des États-Unis a cette information aujourd'hui, dit que lui est satisfait que ce n'était pas des Israéliens. Soit. Mais quand tu commences ta phrase en disant justement que c'est honteux et que c'est contre la loi internationale et donc, c'est pas que tu tires des conclusions, c'est que tu prétends savoir que c'est la faute de l'un ou de l'autre. Et ça aurait dû pour quelqu'un d'aussi expérimenté, puis il est super bon avec ses lignes, parce qu'il s'en invente pas beaucoup, on lui donne ses lignes, mais il les livre assez bien. Il était après tout prof de théâtre. Donc, il y a quelqu'un qui lui a filé ça ou il se l'a inventé lui-même. Mais quelle bourde, quelle gaffe. Tom, je te pose une question. Parce que tu été chef de parti, est-ce qu'un politicien peut dire « je le sais pas » ? Ça serait un acte d'humilité incroyable, mais on s'attend à ce que nos politiciens aient réponse à tout. Est-ce que c'est possible qu'un politicien dise « je le sais pas » ? Mais qui dit qu'il avait même besoin de faire ça? S'il avait tout simplement dit je vois les images horribles de l'explosion d'un hôpital en Gaza. On ne sait pas pour l'instant où attribuer la faute, mais ça fait partie d'une situation terrible entre Israël et Gaza et j'espère qu'on va pouvoir arrêter ça, puis trouver d'autres solutions, puis ainsi de suite. Parler plus haut plutôt que de prétendre connaître la vérité sur ce qui vient de se passer là. Jean-François, là-dessus. Ah, parfaitement d'accord. Je veux dire, on peut tout à fait le dire constamment. Je disais ça constamment quand j'étais conseiller. Vous n'avez pas à répondre à toutes les questions. Puis vous pouvez dire, on travaille là-dessus, on étudie ça, on attend d'être mieux informé, on attend les chiffres. Je veux dire, oui, les journalistes, ils veulent tout savoir tout de suite, mais ils comprennent eux aussi que, bon, on peut pas tout savoir tout de suite. Alors là, il y avait une prudence élémentaire. Puis c'est intéressant de voir la liste de ceux qui ont été prudents puis ceux qui n'ont pas été prudents. Hein. Parfois, on peut voir l'orientation politique de ceux qui ont dénoncé immédiatement et la sagesse de ceux, parfois, il y a des gens pro-Israël qui disent, on peut pas croire que dans le contexte, Israël aurait fait exprès, à ce moment-ci, à la veille de la visite de Biden, d'envoyer un missile sur un hôpital. Même ça, on pouvait se poser cette question-là de la vraisemblabilité du truc, mais tout peut arriver dans une guerre. Ça peut être un missile qui a été dévié de sa trajectoire ou qui devait pas aller là, ou le colonel qui était bien fâché puis qui a pas. Bon, tout est possible. Et parce que tout est possible, tant que tu le sais pas, tu dis c'est épouvantable ce qui se passe, grosse malheur la guerre, mais t'attends l'information. Ouais. J'ajouterais une chose, Richard, juste pour compléter ce que je disais sur les sorties de Singh en fin de semaine.
Parce que une des choses qui est sortie de la bouche de Justin Trudeau, puis bon, malgré toutes les qualités que je viens d'énumérer, c'est pas quelqu'un qui a étudié les questions juridiques. Et il a dit, c'est une atteinte au droit international. Qu'est-ce que c'était cette phrase-là? Qu'est-ce qu'elle venait faire là-dedans? C'était une réplique à Singh qui n'arrêtait pas de le narguer là-dessus, puis qui a dit, à l'entrée de la Chambre lundi, je vais être là-dessus. Alors lui, il déteste ça, être piqué comme ça, surtout sur une question gauche-droite. Et là, il a dit, ça c'est contre le droit international. Selon, encore une fois, sa conviction que lui, il savait. C'était d'une imprudence majeure. Ce qui était intéressant hier soir, c'est qu'il y avait un grand rassemblement prévu de très, très longue date à Ottawa, mais le hasard a voulu que ce soit hier soir. Trudeau, Poilievre, Singh et Blanchette étaient là. C'était une soirée, un moment, un grand rassemblement très formel contre l'antisémitisme. Et donc, peut-être ça a permis, mais j'ai parlé avec quelqu'un qui était dans la salle hier soir. Et cette personne a partagé que les gens étaient extrêmement gênés que Trudeau ait fait ça. Jean-François, si tu permets, j'ai rien qu'une petite chose à dire à Tom et je veux que tu réagisses après. Tom, j'ai pensé à toi hier parce que c'était le congrès du NPD et on a vu dans la vidéo où on donnait les consignes aux membres du NPD avant d'aller au micro et on disait qu'il faut laisser parler d'abord les gens qui souffrent de discrimination systémique, dont les femmes, les Noirs, les personnes racisées, les membres des Premières Nations, les handicapés et les membres de la communauté LGBTQ2+. Alors, je me disais, non seulement Tom ne pourrait plus diriger le NPD, il pourrait même plus se pointer au micro pour parler. Parce qu'il ne fait pas partie certainement. de ça. Pas en priorité. Mais je pense que ça émane d'un bon sentiment. Parce qu'il y a des gens qui sont sans voix dans notre société à cause de ces historiques et à cause de la discrimination. Ça, c'est une chose. Mais prenons l'exemple. Je vais donner un cas concret. Colombie-Britannique, le NPD, quelques années, avait une idée de dire, quand les comtés un peu plus sur NPD s'ouvraient, on va essayer de donner priorité, puis c'était une liste à peu près comme ça. Là. Très bien. Il y a un gars qui se présente dans un de ces comtés-là qui avait été désigné, puis on lui dit, mais t'es où là-dedans, t'es blanc, t'es machin, truc? Ben, il dit, je me qualifie. Ben non, t'es obligé de nous dire. Alors, le gars était obligé de dire qu'il était bisexuel, alors que ça ne regarde personne. Mais c'est un vrai cas, hein? C'est un cas vrai de vrai. Mais est-ce qu'ils ont vérifié? Est-ce qu'il y avait un test? Parce que tu peux mentir, tu sais. Et tu peux dire, je m'identifie, tu peux dire, Jean-François, je m'identifie comme femme. Ben oui. Donc, personne peut noire, ben oui. Ben oui. Ben oui, je m'identifie comme femme noire. Donc, quand tu commences ça émane d'un très bon sentiment. L'idée est louable. Mais c'est là où ça commence, mais tu sais absolument pas où ça finit. Et Jean-François, c'est comme si on disait, si t'es un homme blanc, hétéro, non handicapé, on veut pas t'entendre. Ben, moi, si j'avais été... D'abord, si t'es délégué du NPD, ça veut dire que tu as fait preuve d'un peu d'audace dans ta vie, tu es capable de prendre la parole. Il me semble. Les délégués du NPD, c'est pas des petites fleurs fanées là, qui peuvent pas lever la main. Cela dit, moi, j'ai beaucoup aimé que la présidente de l'Assemblée dise s'il y a des gens qui sont opprimés, mais qui sont pas dans la liste, qu'ils se manifestent. Alors, moi, si j'avais été là, je serais entré, j'ai dit oui, moi, je suis Canadien-Français et mon groupe a souffert d'oppression pendant 2 siècles. Est-ce que je peux passer devant les autres? C'est excellent. On se laisse là-dessus. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Bonne journée. Salut.